Historienne, maîtresse de conférences HDR à l'Université de Picardie. Vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale et particulièrement de l'expérience enfantine de la guerre. Vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet. Le dernier paru, sauf erreur, c'est L'appel de la guerre, sur les adolescents dans le combat dans la guerre de 14-18. C'était chez Anamosa en 2019. Et je tiens à signaler le numéro de la revue d'histoire de l'enfance irrégulière que vous venez de co-diriger, enfin il vient de sortir, qui porte justement sur les enfants dans la guerre, sur la période de 1920-1950, donc centré en très grande partie sur la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être que vous pourrez nous en dire un mot au cours de cette discussion. À votre droite, Éric Allary, vous enseignez l'histoire en classe préparatoire, vous êtes président du conseil d'administration de cette institution, des rendez-vous, enfin pas du conseil départemental, mais pas encore, mais des rendez-vous de l'histoire. Vous êtes l'auteur d'une œuvre abondante. Je n'ai pas compté vos livres, mais ils sont nombreux, sur l'occupation, sur l'histoire de la gendarmerie. Vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet, sur l'après-guerre aussi. Mais vous avez publié au début de cette année, aux éditions Passé Composé, un livre pionnier justement, le premier à ma connaissance à dessiner un tableau général de l'histoire de l'enfance, en l'occurrence de 1890 à nos jours. Voici ce livre, merci Régine Sirota de nous le présenter. Régine Sirota, justement, vous êtes, quant à vous, vous n'êtes pas historienne. Non, personne n'est parfait, voilà. Mais vous voyez, le président du conseil d'administration lui-même veut bien accueillir des sociologues. Donc, professeur de sociologie à Paris-Descartes, vous avez aussi une œuvre sociologique abondante et importante. Je ne vais pas tout citer. Vous avez des livres assez devenus des classiques comme L'école primaire au quotidien, au PUF, il y a quelques années, et un collectif qui a été fondateur, à mon avis, que vous avez dirigé, qui est Éléments pour une sociologie de l'enfance, qui était aux presses universitaires de Rennes, et vous venez il vient de sortir, je crois, de co-diriger avec Sylvie Octobre ce livre aux presses de Sciences Po, Inégalité culturelle, retour en enfance. Le voici, je suppose que comme tous les livres dont nous parlons, il est disponible au Salon du Livre, au stand adéquat. Donc peut-être pour commencer, pouvons-nous parler un peu concrètement de ce qui nous réunit tous, et ce dont nous allons parler pendant toute cette séance, c'est de la singularité de votre objet, de tout ce qu'il représente de rare, de singulier dans l'histoire de vos disciplines, de la difficulté, ou en tout cas de la singularité aussi des méthodes qu'il exige. Mais donc ce qui m'intéresserait pour commencer, c'est de vous entendre sur vos propres parcours, votre chemin vers cet objet-là, savoir comment vous avez commencé à vous y intéresser, comment dans une vie d'universitaire, on rencontre un objet aussi rare. Peut-être Manon Pignot, si vous voulez commencer sur ce point, alors votre premier livre, sauf erreur aussi, était consacré déjà à l'enfance à travers le thème, enfin le sujet des dessins. Oui, absolument. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors les parcours, c'est vrai pour les historiens ou les sociologues de l'enfance, comme pour tous les parcours d'histoire, je crois, sont à la fois s'explique à la fois par des parcours de vie intimes qu'on va pas forcément raconter parce que c'est pas passionnant, et puis des rencontres académiques. Voilà, je pense qu'il y a en commun chez nous un goût de l'enfance qui fait que pour des raisons diverses, on est resté attaché à certains univers culturels de nos enfances, scolaires, etc. En tout cas, dans mon cas, c'est certain. Mais pour répondre plus précisément à votre question, moi, je suis arrivée à l'histoire de l'enfance par l'histoire de la guerre. C'est-à-dire que quand je faisais mes études d'histoire, quand il a fallu choisir un sujet de maîtrise, c'est-à-dire l'ancêtre du master, je voulais travailler autour de la Première Guerre mondiale parce que je fais partie d'une génération qui a vécu adolescente la remontée de la Grande Guerre dans l'intérêt de l'opinion publique dans les années 90, notamment avec les bandes dessinées de Jacques Tardy, avec les paroles de Poilu, etc. Donc c'était tout à fait, c'est ce qui a bercé mon adolescence. Et donc je voulais travailler sur la Première Guerre mondiale. Et puis, par ailleurs, j'étais une grande amatrice, et je le suis toujours, de bande dessinée. Et donc j'ai cherché comment faire coïncider bande dessinée et Grande Guerre.
Et j'ai donc, en lisant les bons auteurs, constaté que les premières, l'ancêtre de la bande dessinée en France, c'est La Belle Époque, c'est juste avant la guerre. Et donc, nanti de cette idée, je suis allée voir sur les conseils de mes enseignants de l'époque Stéphane Audouin-Rousseau, qui à l'époque enseignait à l'université de Picardie à Amiens. Donc j'ai sollicité un rendez-vous pour lui dire voilà, j'aimerais beaucoup faire une maîtrise sur bande dessinée et Grande Guerre. Ce à quoi il m'a répondu c'est nul comme sujet, avec son franc-parler qui le caractérise et qui fait qu'on l'aime pour ça aussi. Il m'a dit c'est nul, et puis de toute façon ça a déjà été fait. En revanche, si ça vous intéresse, j'ai moi-même commencé à travailler sur les enfants. Il avait publié quelques années auparavant La guerre des enfants. Et donc, il avait travaillé sur les discours de propagande à destination des enfants. Et donc, c'est comme ça que je me suis faufilée finalement dans ce champ, en travaillant d'abord sur la presse enfantine en maîtrise, et puis assez rapidement, à partir du DEA et surtout de la thèse, à essayer de renverser le regard et à essayer de savoir ce que tous ces discours de mobilisation et de propagande faisaient aux enfants, donc à la question du point de vue de l'enfance. Votre premier livre que je mentionnais tout à l'heure s'appelait La guerre des crayons. Voilà. C'est issu de votre thèse Alors je l'ai fait avant d'avoir fini ma thèse. En fait, c'est parce que c'est ce qu'on appelle une pépite d'archives. Hein. J'ai eu la chance de tomber sur un lot de dessins d'enfants de la Première Guerre mondiale. Et donc, j'ai pas eu trop de mal à convaincre la formidable Caroline Leclerc de faire un livre d'édition, en fait, de cette source. Oui, c'est ça, de la source elle-même, oui. Exactement. Donc, de dessins d'enfants en âge scolaire, hein, l'équivalent d'un CM1, CM2 aujourd'hui, qui vivaient à Paris pendant la Première Guerre mondiale. Juste une dernière question avant de donner la parole à nos autres invités. J'entends souvent dans les parcours universitaires ces sortes de hasards de début où on a envie de faire un sujet, il n'est pas libre, on vous conseille autre chose et hop, quelque chose se passe. Mais pourquoi après on reste sur ces sujets-là? Ah oui, alors ça, je pense que dans mon cas, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est en tout cas en histoire encore un sujet très neuf. Parce qu'on se réfère toujours à notre père fondateur Philippe Ariès et l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, 1960 hein, quand même. Mais en réalité, l'histoire que moi j'avais envie de faire, c'est-à-dire une histoire à hauteur d'enfant, du point de vue des enfants, en mobilisant des sources qui seraient des sources produites par les enfants eux-mêmes, finalement, cette histoire-là, maintenant elle se développe. Mais elle n'était encore qu'embryonnaire quand j'étais en thèse. Et donc, du coup, j'ai creusé, j'ai creusé un peu ce sillon-là et j'ai eu envie. Alors maintenant, je travaille sur d'autres conflits. Je me suis un peu étendue aux questions d'adolescence et d'engagement juvénile. Donc, je me suis un peu écartée des enfants proprement dit. Mais c'est vrai que c'est assez exaltant de travailler sur un champ qui est en plein essor. Et de rencontrer des homologues britanniques, américains, italiens qui travaillent aussi sur ce champ en plein essor et de se rendre compte que quelque chose émerge comme ça collectivement. C'est très exaltant. Absolument. C'est pour ça que j'avais envie de vous réunir juste. Éric Allary, votre cas est différent puisque, comme je l'ai rappelé, vous avez travaillé sur beaucoup de sujets et pas sur l'enfance. Mais comment y êtes-vous venu après tant de travaux, justement j'imagine qu'au cours de ces travaux, notamment sur la guerre, vous avez rencontré les enfants. Est-ce comme ça que vous avez... Oui. Mais en fait, ça, on s'en doute. D'ailleurs, c'est présent dans d'autres de vos livres. Vous avez travaillé... La question des enfants dans l'Exode, notamment, est présente. Mais doit émerger à partir de ces rencontres, sans doute épisodiques avec le sujet, l'idée de systématiser une approche historienne de l'enfance. Alors, moi, je suis un peu comment dirais-je, un enfant gâté hein, de la recherche parce que est libre en même temps. C'est-à-dire que je suis allé toujours un peu à contresens de ce que disaient certains des maîtres. Je rencontre beaucoup de points en commun avec ce que dit Manon. Elle a commencé par les enfants. Moi, je les ai rencontrés sans arrêt depuis une trentaine d'années. Et en fait, assez souvent, quand je proposais les sujets... ici et là, on me disait c'est pas ça, donc je les faisais. Et c'est vrai, vous parliez d'un tableau général, mais on n'y vient pas. Je pense qu'à 30 ans, je l'aurais pas fait. Plus de 50 ans, je l'ai fait assez facilement. Moi, je suis arrivé un jour à Sciences Po Paris et je dis à Jean-Pierre Azéma, je voudrais faire une thèse sur la ligne de démarcation. Il me fait, comme on connaît tous Jean-Pierre, il me fait,
vous avez des biscuits, etc. C'était son jargon. Pour faire cela, je dis oui, et il y a beaucoup de choses à raconter. On était dans les années 90 où à Sciences Po, l'histoire de la guerre est encore une histoire très politique. Hein, c'était les tendances lourdes de l'histoire politique. Et l'histoire sociale, il n'y avait pas grand monde qui se jetait dedans. Mais il y avait aussi Serge Bernstein à Sciences Po à l'époque, qui me dit, c'est un beau sujet, c'est un vrai sujet, il y a une histoire de la ligne de démarcation au-delà même de l'histoire de l'occupation à faire, une histoire quotidienne, etc., etc. Peut-être était-ce l'enfant Serge Bernstein qui avait souffert pendant la guerre, des lois antisémites et qui avait dû, se sauver et peut-être passer la ligne avec clandestinement, qui me disait cela. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Veillon à l'IHTP, l'Institut d'histoire du temps présent, qui me montrait régulièrement des sources sur l'ensemble des Français. Et tout de suite, en fait, j'ai abordé l'histoire de la ligne de démarcation par l'histoire des mamans, l'histoire des enfants, par l'histoire de l'alimentation, par l'histoire des livres de recettes de restriction d'Édouard de Pomian, où finalement les enfants étaient toujours placés en première ligne des menus à préparer par les mamans qui devaient se priver et éventuellement saucer le fond de la poêle s'il restait quelque chose, c'est ce que disaient les livres de restriction. Je me suis lancé, alors le directeur de thèse me dit, il n'y avait pas d'autres sujets, etc. Puis finalement, c'était un défi, j'ai convaincu qu'on pouvait écrire une histoire sociale de la ligne de démarcation autant qu'une histoire économique, une histoire idéologique, puisque c'est devenu aussi une trappe antisémite. Et notamment, j'ai rencontré déjà beaucoup d'enfants en allant travailler aux archives du CDJC à l'époque, Centre de documentation juive contemporaine, énormément d'enfants. Alors, comment est-ce qu'ils apparaissaient? On pourra parler tout à l'heure. Dans les archives, ils apparaissaient souvent comme dans les archives de la répression, celle de la gendarmerie. J'étais un des premiers à voir en France les archives des brigades. J'étais fils de gendarme. Donc, je m'étais dit, c'est pour ça. Vu ce que mon père me racontait sur les enfants, sur les qui opéraient de la rapine, etc. Il me disait, on met tout ça en rapport et les enfants parlent, et les femmes parlent, les hommes parlent. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à les rencontrer. Alors bien sûr, il y a le goût commun pour l'enfant. J'ai beaucoup donné pour la patrie aussi de mon côté. Et je suis arrivé à cette histoire des enfants aussi par mon enseignement, par tous les livres que j'ai faits sur la Seconde Guerre mondiale, tout en gardant à l'esprit ce que m'avait dit un jour René Raymond, dont j'ai eu la chance d'être assistant pendant quelques années à Sciences Po. Il m'avait dit, Éric, restez toujours un spécialiste, mais en même temps un généraliste. Alors bon, c'est facile de le dire maintenant, mais je crois que j'ai bien respecté la parole du maître. Votre bibliographie le montre, oui. Oui, et donc, en écrivant ainsi, je rencontre les enfants, la ligne de démarcation, l'exode, travaillant également sur les paysans, et en même temps, c'est le prof d'Hippocagne-Cannes, qui a 3 nouvelles questions à travailler chaque année. Il y a des cagneux ici, ou les anciens cagneux devenus profs qui sont là et se reconnaîtront, ou nous reconnaîtrons. 3 nouvelles questions par an, beaucoup de livres à lire, et des manques. Et cette histoire des enfants, si vous voulez, grâce à Manon, sans Flagrant-Henri Blas, Manon, j'ai pu aborder l'histoire des enfants pendant la Grande Guerre. Pour la Seconde Guerre mondiale, j'étais bien équipé, j'étais bien armé, et j'ai continué dans cette veine d'histoire sociale. Mais je me disais, mais que se passe-t-il dans l'entre-deux-guerres? Quand est-ce que, pour les enfants, la guerre s'arrête-t-elle? Est-ce qu'il y a l'après-guerre, après-Première Guerre mondiale, c'est quelque chose qui est réaliste pour les enfants, ou sont-ils déjà, martyrisés à jamais? Et ce martyr continuera-t-il, ou aura-t-il une incidence sur les guerres suivantes, ou la guerre suivante, évidemment, sans anachronisme, je dis cela. Et en faisant des cours, depuis des années, en histoire antique, médiévale, etc., moderne, eh bien, je me suis aperçu qu'effectivement, les modernistes avaient beaucoup travaillé sur les enfants, les antiquistes, notamment sur Rome, avaient beaucoup travaillé là-dessus. J'ai même vu des livres récemment sur l'enfant préhistorique. Je me suis dit, en venant à Blois est une source d'inspiration, et en voyant les éditeurs, je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, il y a sur le 19e aussi, on a Catherine Rollet qui a beaucoup travaillé sur les enfants, et moi, je trouvais que j'avais quand même j'avais des fonds à droite, à gauche, etc., mais parler des enfants en temps de paix, parler des enfants dans l'après-guerre m'intéressait aussi. Donc je me suis dit, c'est une gageure. Au début, je vais me lancer. Bon, comme toujours, je me suis lancé, et puis voilà, j'ai fait ce que j'ai pu sur cet ouvrage-là, en espérant que je permettrai à d'autres de travailler. Oui, c'est ce genre de livre important dans l'historiographie qui ouvre, en effet, qui appelle d'autres travaux, qui donne envie, je pense, à pas mal de confrères de s'inscrire dans son sillon. Donc espérons que ce soit une date pour justement que le développement de l'histoire de l'enfance se poursuive. Vous avez parlé
de ce qui précédait d'ailleurs l'écriture de ce livre. Il faut bien dire que la guerre est évidemment très présente, vu la période, les guerres sont centrales. Mais c'est un livre qui va très au-delà cette fois et qui touche aussi, c'est pas pour faire une transition, c'est très présent dans le livre, à des aspects de sociologie de l'enfance. Vous avez été forcé de trouver des sources secondaires sociologiques, parce que on y reviendra, mais comment constituer l'histoire de cet objet qui laisse moins de traces de ces enfants qui laissent moins de traces que les adultes. C'est une difficulté et vous recourez souvent à des travaux en dehors de votre discipline. Et parmi ceux-ci, d'ailleurs, c'est une ressource indispensable, quoi. Et parmi ceux-ci, d'ailleurs, les travaux de Régine Sirota, qui sont très importants je le disais, dans l'histoire de la sociologie de l'enfance. Donc je vous pose la même question. C'est venu comment? Comment vous êtes-vous retrouvé là? Alors, comment je me suis retrouvée autour d'une sociologie de l'enfance? Vous avez mentionné tout à l'heure l'école primaire au quotidien. Alors, c'était ma thèse. À ce moment-là, j'avais voulu travailler sur l'école primaire, c'est donc déjà sur l'âge de l'enfance, pour travailler sur les inégalités sociales, sur l'échec scolaire. On sortait de la grande période bourdieusienne, donc on savait des choses sur l'université, sur les grands. Oui. Excusez-moi. On sortait de la période bourdieusienne, donc on connaissait des choses sur l'université, sur les grands, mais comment se constituait l'échec scolaire? Donc, j'ai choisi de travailler sur la constitution de l'échec scolaire au quotidien, c'est-à-dire pendant le temps de l'enfance et à l'école primaire. À l'époque, les sociologues ne travaillaient pas sur l'école primaire. Donc déjà, c'était aller du côté de l'enfance. Et en travaillant sur l'école primaire, je me suis rendu compte, en essayant d'utiliser cette simple expression que les sociologues utilisent beaucoup, fils d'ouvriers, fils de cadre supérieur, fille de classe moyenne, etc. En fait, on ne savait pas grand-chose sur ce qu'était la socialisation des enfants dans les différentes classes sociales. Moi, je les observais. Alors pour moi, c'est pas une source secondaire. La sociologie, c'est une source primaire, donc je vais sur le terrain et mon terrain, c'est l'observation, l'ethnographie. Je suis une sociologue qui travaille sur le quotidien et qui essaye de constituer son matériau. Mais quand je cherchais des travaux de référence, je n'en trouvais pas. Puis j'ai travaillé sur la bibliothèque enfantine de Beaubourg et j'ai rencontré la même difficulté. Pour essayer de comprendre la fréquentation de cette bibliothèque, je manquais toujours de sources. Alors j'allais voir du côté de l'INSEE, etc., des statistiques, mais en fait, je savais pas grand-chose. Alors je pouvais faire tourner la boutique, comme on dit, très facilement avec le concept d'habitus. J'avais pas de problème théorique sur, quand on est enfant d'eux, on est élevé dans des conditions matérielles, économiques, symboliques, qui vont vous donner un capital culturel qui va être, dont le sociologue estime que c'est une clé d'explication de la réussite ou de l'échec scolaire. Quand même, je trouvais que c'était pas satisfaisant. Donc j'avais très envie d'aller voir ce qu'il en était de la socialisation au quotidien. Mais moi, mes sources, c'est quand même la vie quotidienne, donc c'est pas commode. Et un jour, j'ai acheté... Alors, moi, c'est pas comme fils de, mais c'est comme mère de famille. Je me suis située dans cette recherche. J'étais en train d'acheter des cadeaux d'anniversaire avec un de mes enfants et je me suis entendue dire « Ah non, ça c'est trop cher. Non, ça c'est pas assez cher. » Quel était mon délire? Pourquoi est-ce que j'estimais qu'un cadeau pouvait être trop cher ou pas assez cher? J'étais en train d'enseigner le prix de l'amitié à mon fils, enfin à ma fille en l'occurrence. J'étais un peu épouvantée de ce que j'étais en train de faire, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que j'étais en train d'exprimer ce que sont les règles de civilité et la manière dont on dit le lien social en fonction du cadeau que l'on offre. Donc là, j'étais dans une sociologie d'anthropologie très classique, le don de Marcel Mauss, donner, recevoir, rendre. Et à partir de là, je me suis dit, il se passe quand même beaucoup de choses quand on achète un cadeau. Et en plus, ça me coûtait très cher. J'ai 3 enfants, donc j'allais souvent dans la boutique de jouets. Et ça mettait mes enfants dans un état d'excitation, mais impressionnant. L'arrivée de l'anniversaire, soit le leur, soit ceux des copains,
ça remplissait la maison et moi, ça me coûtait très, très cher. Donc, je me suis dit, il se passe vraiment quelque chose. Et petit à petit, je suis allée participer à ces anniversaires. Alors, je vous le raconterai peut-être tout à l'heure, mais du coup, mon terrain est devenu l'anniversaire et ça m'a permis de rentrer dans la vie privée. Alors, avec beaucoup de problèmes empiriques, théoriques, etc. Oui, sur lesquels nous reviendrons d'ailleurs. On reviendra tout à l'heure. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée à la socialisation au quotidien et en parallèle au développement, je dirais, empirique de cette recherche, j'ai développé un côté théorique. Alors, c'est vite devenu une nécessité dans la mesure où mes collègues me regardaient avec un grand mépris et beaucoup de commisération. Pourquoi est-ce qu'elle sort de la question des inégalités pour aller travailler sur l'enfance heureuse, sur un rite où tout le monde rigole, mange des gâteaux? Quel est l'intérêt pour le sociologue qui est censé se préoccuper de la souffrance sociale? Donc voilà, donc ça n'a pas été si simple. C'est-à-dire qu'au début, travailler sur l'enfance était légitime dans le milieu, mais à la condition qu'on en reste à la question des inégalités. Dès qu'on sortait de ce champ strict, il n'y avait plus de légitimité. Il n'y avait plus de légitimité parce qu'il n'y avait pas de problématique forte pour travailler sur cet âge de la vie. Mais alors, ça a représenté une difficulté concrète pour vous à l'université quand vous avez commencé à fréquenter ces lieux de perdition que sont les anniversaires d'enfants? Oui, c'est... Enfin, bon, alors j'avais déjà une thèse, j'avais un poste, j'étais au CNRS, puis après je suis passée à l'université, donc j'avais un peu de légitimité. D'ailleurs, moi, j'étais pas un tout jeune chercheur. Ça n'aurait pas été possible, en fait, comme... Ça aurait été très difficile. Oui. Alors, je vais reprendre une anecdote, mais je crois que le prix... On vient de décerner les prix Nobel, et je crois que le prix Nobel de physique a dit il y a quelques jours, quand on lui a décerné son prix, quand il a choisi de travailler sur son sujet que je serais incapable de vous exposer, un des grands patrons de la discipline lui a dit « Vous avez un poste stable ?» C'est vrai. Parce que c'était un sujet difficile et qu'il fallait pouvoir y consacrer un certain nombre d'années. Moi, j'ai eu la chance... Vous aviez un poste stable. J'avais un poste stable, voilà. Donc, je pouvais, rencontrer le mépris de mes collègues. Mais c'est parfois pénible. Oui. Donc, vous voulez dire que vous l'avez beaucoup rencontré. Oui. Mais pour autant, vous avez fini par contribuer, en tout cas, à imposer cette légitimité. Ou bien, est-ce que la question reste ouverte? Non. Cette table ronde en est un indice. Ce qui était un objet invisible est devenu un petit objet et maintenant est devenu un objet légitime de recherche. Les choses ont changé sur une vingtaine d'années, elles ont beaucoup évolué et je n'étais sûrement pas seule. Je veux dire, si dans le contexte francophone, la vie était un peu pénible et un peu difficile, par contre, dans le contexte anglophone, quand je rencontrais mes collègues américains, anglais ou scandinaves, c'était d'une totale légitimité. Donc, du coup, ce qui est important, c'est aussi de se situer dans une perspective un petit peu plus large et de confronter les différents terrains, les différentes écoles, etc. Et ça aide beaucoup de ce point de vue-là. C'est une des leçons de cette discussion, sans doute, de réfléchir à la manière dont on peut renouveler, ouvrir des champs, aborder de nouveaux sujets dans les disciplines de sciences humaines. On parle aussi de stratégie pour y parvenir. Manon Pignot Oui, je suis complètement d'accord avec ce que Régine Sirota vient de dire sur le fait que les enfants ou la catégorie enfantine soit devenue aujourd'hui un objet légitime. Régine vient de parler pour les sociologues, on pourrait dire exactement la même chose pour les historiens. Moi, je me souviens très bien quand j'ai annoncé mon sujet de thèse, on faisait une réunion dans ma promo à Normal Sup, et on faisait un tour de table et chacun annonçait son sujet de thèse. Et moi, j'ai annoncé mon sujet de thèse sur les enfants, en particulier la question du genre m'intéressait, donc les petites filles pendant la Grande Guerre. Et il y a 3 ou 4 élèves qui ont éclaté de rire, mais vraiment éclaté de rire. Et donc je dis mais pourquoi c'est pas drôle, pourquoi vous riez, enfin voilà. Mais si, c'était très drôle, ça les faisait beaucoup rire. Tant mieux. Mais donc c'est pour dire, et ça m'a beaucoup frappé parce qu'en lisant l'introduction de l'ouvrage que vous avez cité, dirigé par Régine Sirota, Éléments pour une sociologie de l'enfance, dans cette introduction, Régine écrit
un des enjeux de cet ouvrage, c'est de prendre les enfants au sérieux. Et j'étais très heureuse de retrouver cette expression que j'utilise moi aussi, que j'ai retrouvée sous la plume d'anthropologues, notamment britanniques, comme Heather Montgomery. Et je crois qu'il y a vraiment eu un tournant à la fin des années 90 et au début des années 2000, où cette question de l'enfance est devenue une question légitime, où on a admis dans les différents champs des sciences sociales qu'il y avait une légitimité intrinsèque à cet objet, que les enfants étaient des acteurs sociaux, comme les autres, ni meilleurs ni moins bons, mais certainement pas moins intéressants, quoi, et qu'il y avait moyen de faire de l'histoire ou de la sociologie ou de l'anthropologie solide, sérieuse, scientifique sur cet objet. Éric Allary. Oui, je partage l'avis évidemment de mes deux collègues, de Régine et de Manon, et en travaillant sur les enfants depuis tant d'années, ça me rappelait quand même des paroles de grands-parents où finalement ils trouvaient étonnant que les enfants puissent prendre la parole à table. Peut-être est-ce que ça vient aussi d'une vision d'adultes trop puissants, trop forts, et qui pensent jusqu'à assez récemment finalement, en France en tout cas, que l'enfant est quand même un être assez réifié. Tais-toi, mange et tais-toi. Quelque part, ça joue aussi. Alors, quand on regarde l'historiographie, effectivement, on est Didier Lettre, médiéviste, par exemple, qui a commis des travaux très importants sur les enfants, etc., montre qu'en Italie, en Allemagne, ils avancent beaucoup plus vite que nous. En Angleterre, ils avancent beaucoup plus vite que nous, notamment dans les années 1980-1990. Nous, il y a aussi des événements. Je me rappelle qu'à Sciences Po Paris, donc c'était l'histoire lourde, politique qui comptait, peu l'histoire sociale. Et voici qu'au début des années 90, des spécialistes d'histoire culturelle apparaissent. Je dis, moi, avec mon histoire sociale, je vais aller où? Je crois que c'était aussi, il y avait un regard général sur l'histoire sociale, il y avait une sorte de mépris sur l'histoire sociale, l'histoire des femmes. Qui travaillait sur l'histoire des femmes aux années 90? Michel Perrault et quelques autres. Et elle était aussi apparue comme presque une étrangère. Oui. Mais heureusement, il y a eu l'histoire des femmes, justement. Voilà. Le Duby. Heureusement. Ça nous a porté, je pense. Je pense que ça a ouvert. C'est une des étapes. Bien en fait. sûr. Et d'ailleurs, Michel Perrault a aussi. Donc, on fait référence à l'histoire des femmes dirigée par Michel Perrault et Georges Duby. Voilà. Au début des années 90. Pardon, je n'ai pas la date en tête. Et Michel Perrault a aussi beaucoup travaillé sur les adolescents. La chambre à coucher. Ouais, elle a ouvert la porte à ses études sur l'enfance et sur la jeunesse. Oui, on lui doit beaucoup. Oui, bien sûr. On a tous une dette immense et on est très heureux de l'avoir à l'égard de Michel Perrault. Mais c'est vrai que dans le cas de notre objet d'étude en particulier. Une chose qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que signifie cette longue négligence, voire ce long mépris, puisque vous avez employé le mot, ce ricanement dont vous parlez. Éric Allary, dans votre livre, vous montrez justement, enfin, pour moi, un des enjeux, un des fils conducteurs du livre, c'est le passage justement de l'enfant réifié à l'enfance pour elle-même ou par elle-même, à une liberté de prise de parole de l'enfance sur elle-même dans la société, à une considération de l'enfant pour lui-même et non plus seulement comme enjeu comme concentration des enjeux adultes. C'est l'évolution que vous retracez sur la période qui est la vôtre, c'est-à-dire de la fin du 19e à aujourd'hui. Une progression, vous marquez les étapes d'une construction de l'enfance comme souveraineté, en quelque sorte, enfin comme objet de moins en moins réifié, si je puis dire. Oui, alors, effectivement, est-ce que l'enfant est totalement libre de cette construction Car le danger, quand on travaille sur les enfants, c'est de faire une histoire du regard des parents sur les enfants, une représentation des parents sur les enfants. C'est très compliqué. Manon le disait, les enfants parlent peu, comme les paysans du reste, parlent peu, écrivent peu. Et effectivement, ces enfants, moi j'ai l'impression que globalement, ils passent d'un être réifié, d'un enfant chose, à un enfant avec son identité, c'est vrai, avec un peu plus de liberté. Et je pense que l'identification de l'enfant, cette liberté, cette autonomie de l'enfant, cette liberté de parole qu'on lui donne, est aussi une condition de l'acquisition de nos libertés après chaque grande guerre, j'ai l'impression. Oui, mais c'est ça, les étapes que j'évoquais dans votre livre correspondent à la fin des guerres. C'est par à-coup. Alors, regardez, à la Belle Époque, on se situe à une période où les progrès sanitaires sont considérables, où on a moins peur de perdre son enfant entre 0 et 1 an, à une époque où les Français bénéficient
des effets des recherches de Pasteur et d'autres grands chercheurs, de cet effort considérable de la Troisième République pour s'affermir, mais attention, pour construire, avec l'ambition de construire un enfant soldat, un enfant patriote, un enfant qui sera républicain dans un État laïque, à partir notamment, plus particulièrement à partir de la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905. Et puis, patatrac, la guerre, et ensuite, cet entre-deux-guerres où l'enfant a du mal à se construire, à se reconstruire. J'ai le sentiment quand même, en regardant les archives, en discutant avec des historiens spécialistes de l'entre-deux-guerres, que tout de même, le poids parental sur les enfants se relâche un peu. Et pour cause, il manque 1 500 000 hommes, beaucoup de familles sont détruites, et que l'enfant est aussi malheureusement victime de ce deuil. Et on voit se libérer aussi, dans le cadre d'une réflexion plus générale et sociale, l'idée qu'un enfant peut peut-être avoir quelques loisirs, ce qui n'existait pas avant, ou si peu. L'enfant prenait lui-même sa liberté au retour de l'école communale et allait faire quelques bêtises avant de rentrer pour donner à manger aux bêtes à la campagne ou pour simplement aider ses parents en ville. Et on sent que dans l'entre-deux-guerres, il y a une sorte de relâchement, dans un contexte de lutte idéologique. Entre d'un côté, on va dire les Rouges, et de l'autre, une France qui est encore très judéo-chrétienne, et puis peut-être une troisième France un peu centriste, centre-gauche, qui essaye d'exister, où chacun se bat avec ses scouts, ses colonies de vacances, oui, etc. Oui, vous parlez c'est aussi une étape importante, le développement des sociabilités enfantines à travers notamment les colonies de vacances. Vous faites un résumé de l'histoire des colonies de vacances, qui est un très beau sujet historique aussi. Ce que les enfants y trouvent aussi. Oui, voilà. Mais sur l'effet de masse de la création des colonies, vous parlez après-guerre, vous donnez les chiffres que je n'ai plus en tête, mais il y a un nombre considérable, beaucoup d'enfants. Et c'est une nouveauté dans l'histoire des enfants. Mais il y a quand même l'idée de capturer la conscience de l'enfant dans bien des cas. Bon, la Seconde Guerre mondiale avec tous ces naufrages, d'abord les évacuations, puis l'exode. C'est quand même l'exode. Enfin, franchement, c'est 8 à 10 millions de personnes sur les routes de France, dont 2 millions de Belges, 2 millions de Parisiens, et le reste des Français qui sont contaminés par cette fuite. Et regardez, l'exode de mai-juin 40, c'est une affaire d'enfants, de femmes, d'enfants abandonnés, etc., etc. Quand on voit d'ailleurs les images de l'Ukraine en février-mars, moi j'ai très très vite vu qu'il y aurait 7 à 8 millions de réfugiés. J'avais dit 5 à mon épouse, en regardant le nombre d'habitants de l'Ukraine, le nombre de mobilisés, on se retrouve dans les mêmes proportions, comme à chaque fois, avec une histoire de... Donc il y a l'exode, c'est d'ailleurs l'introduction très forte de ce numéro de la revue d'histoire de l'enfance irrégulière dont nous parlions tout à l'heure, où les coordinateurs du numéro, dont vous, Manon, notent que ce qu'ils évoquent dans les articles de cette revue est en train de leur sauter au visage dans l'actualité, puisqu'ils retrouvent dans les images ou les récits de l'Ukraine des situations similaires. Oui, on aurait préféré ne pas se sentir rattrapé par notre propre sujet, puisque moi je travaille sur l'enfance en guerre, et avec Laura Hobson-Ford et Antoine Rivière, on a coordonné ce numéro des enfants dans la guerre 1920-1950. Alors Laura Hobson-Ford, qui a un travail spécialiste notamment de l'enfance juive pendant la Deuxième Guerre mondiale, Antoine Rivière, qui est spécialiste de l'histoire de l'assistance publique et des pupilles de l'assistance publique. Et c'est vrai que le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février dernier, exactement comme vient de le dire Éric Allary, en jetant sur les routes, avec un phénomène de mobilisation générale des hommes, je parle du côté ukrainien, et qui jette sur les routes principalement des femmes et des enfants, a réactivé des souvenirs et des images qui faisait explicitement référence au grand exode de 40 pour nous Français, mais aussi au premier exode de 14 d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, et avec bien sûr tout le système d'entraide des ONG qui n'existaient pas vraiment pendant les 2 Premières Guerres mondiales et qui se sont, disons, constituées dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que c'était assez sidérant, en fait. On était assez sidérés. Il y a d'ailleurs un autre aspect, une autre analogie, hélas, qui sont les déportations d'enfants, c'est-à-dire la russification forcée
d'enfants, qu'on commence à observer comme phénomène massif. Ce qui rappelle des germanisations forcées. Bien sûr, oui. Donc la russification forcée, c'est que on sait maintenant que l'armée russe a déplacé, déporté un certain nombre d'enfants ukrainiens, notamment des orphelinats, dans les régions annexées du Donbass et puis de Kherson, etc. Kharkiv, et ils ont déplacé des orphelinats entiers, alors officiellement pour les mettre à l'abri, mais en réalité pour les transporter en territoire russe et les soumettre vraisemblablement à une forme de russification, donc d'adoption forcée. Oui, c'est ce qu'on commence à documenter, de l'adoption assez systématique, semble-t-il. C'est difficile de documenter exactement. Ouais, mais... On n'a pas évidemment pas de chiffres, etc. Mais c'est et on l'a su notamment par certains reportages héroïques, de reporters de guerre qui sont allés assez loin et qui ont accompagné, j'ai souvenir notamment d'un récit de Florence Aubenas, la grande reporter du Monde, qui avait rencontré un directeur d'orphelinat ukrainien qui était allé récupérer certains de ses enfants, entre guillemets, pour les ramener en territoire ukrainien. Donc oui, non, il se passe, voilà. Et puis les violences sexuelles qui se sont déployées dans les zones occupées par l'armée russe, qui ont visé massivement les femmes, bien sûr, mais qui ont visé aussi les enfants. Et ça, c'est malheureusement des choses auxquelles on s'attendait déjà au moment de l'invasion en février, puisque c'est déjà ce qu'a fait l'armée russe en Tchétchénie, pardon. Et là aussi, les enfants sont des cibles, et sont des cibles en tant qu'enfants. C'est-à-dire que les agressions, les maltraitances et a fortiori les agressions sexuelles constituent des formes de transgression majeures contre un peuple tout entier. Agresser des enfants et tuer des enfants, c'est aussi une manière d'envoyer un message de terreur à l'ensemble d'une population civile en s'en prenant à ce qui constitue l'avenir de ce peuple. C'est d'ailleurs ces faits sont qualifiés au plan du droit international de génocide, la déportation des enfants en particulier, parce qu'en effet, on ne vise pas l'enfance par hasard, on essaie de défaire l'identité et l'unité d'un peuple à travers ça. Sur les viols d'enfants, puisque je vous en remercie, vous rendez hommage au travail de certains journalistes, il faut lire l'enquête du New York Times, qui a une semaine à peu près, qui a documenté très précisément, à partir des captations de conversations téléphoniques de soldats russes, un nombre de faits considérables qui relèvent vraiment de l'horreur absolue. Si vous me permettez, c'est une des caractéristiques du changement, la révolution de faire la guerre au XXe siècle, où on le voit très bien déjà avec la guerre d'Espagne, où il faut faire plier le politique en terrorisant les civils, ce que les Allemands ont fait aussi avec les Stuka, par exemple, en 1940. Et effectivement, on voit quand même que après la Seconde Guerre mondiale, il y a un droit qui s'instaure dans tous les pays, mais c'est le droit international qui fait accélérer, le droit international des enfants, qui fait accélérer la prise de mesures législatives dans des pays comme la France. Mais tout de même, on se dit qu'on a maltraité ses enfants et effectivement, il y a une véritable prise de conscience. Pour autant, aujourd'hui, on en est encore là. C'est quand même l'impression de retourner presque au Moyen-Âge, où là, on tuait indistinctement à peu près toutes les populations. Mais ces politiques systématiques d'atteinte aux enfants sont une invention du XXe siècle. C'est ça, le XXe siècle, c'est à la fois les deux. On n'est pas en train de dire que les guerres des siècles passés ne tuaient pas les enfants, bien sûr. Non, mais on n'est pas du tout en train de dire ça. Mais c'est vrai que ce qui se concrétise au début du XXe siècle, puisque le premier génocide vraiment documenté, c'est le génocide arménien, c'est notamment un des éléments de définition du génocide, c'est la destruction systématique des enfants, y compris des bébés, y compris d'ailleurs des fœtus dans le ventre des mères. Donc il y a vraiment ce qu'on retrouve dans tous les génocides du XXe siècle, dans tous les génocides, jusqu'au Rwanda, jusqu'au génocide des Tutsis du Rwanda. Voilà. Et donc ça, c'est malheureusement une des spécificités du XXe siècle et de la guerre au XXe siècle, où les enfants progressivement deviennent des cibles à part entière, d'abord en tant que civils, et puis ensuite en tant qu'enfants pour eux-mêmes. D'une certaine manière, c'est un renversement c'est un renversement maléfique de l'attention portée aux enfants. C'est-à-dire qu'on a la Convention internationale des droits de l'enfant qui met bien en exergue l'attention qui est portée aux enfants, le respect qui maintenant leur est dû. On pourrait parler ici du médecin de Korczak,
qui est à l'origine de la Convention internationale des droits de l'enfant et qui a accompagné pendant la Seconde Guerre mondiale des enfants à Auschwitz et morts avec eux. D'une certaine manière, c'est se servir de cette attention portée pour porter le glaive encore plus fortement. Oui. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer, ce qui est terriblement impressionnant. Et vous parlez de génocide. Alors, je parlerai d'un magnifique livre qui s'appelle Retour à Lemberg, de Philippe Sands. De Philippe Sands, qui se déroule alors on dit actuellement Lviv, mais qui, pour Philippe Sands, c'était Lvov, parce que Lviv est ukrainien. Quand on parle en ukrainien, on dit Lviv. Quand on parle en polonais, on dit Lvov. Et c'est une ville qui a été aussi occupée sous l'Empire austro-hongrois et qui s'appelle Lemberg à cette époque-là. Donc, et quand elle est russe, elle s'appelle Lvov, mais où il développe précisément toute cette juridiction internationale qui est née dans cette ville-là, et c'est une ville ukrainienne. C'est là que les concepts de génocide et de crimes contre l'humanité ont été formés. Oui. Lviv, qui est aujourd'hui dans l'ouest de l'Ukraine. J'aimerais quand même parler un peu boutique, si vous me permettez, c'est-à-dire laboratoire. Parce que une des choses que je trouve passionnante, c'est comment on élabore cet objet-là dans vos disciplines. Parce qu'évidemment, vous l'avez déjà évoqué à plusieurs reprises, il présente des difficultés particulières. Vous avez commencé à le raconter, Régine, à propos des anniversaires, on pourra en reparler d'ailleurs. Nécessairement, il présente des difficultés spécifiques et donc il demande, j'imagine en tout cas, l'élaboration de méthodes spécifiques. Et j'aimerais beaucoup vous entendre sur ça, sur la manière, sur d'abord peut-être quand vous avez commencé à travailler sur ce sujet, quelles difficultés vous avez découvert par rapport notamment à votre pratique antérieure de vos disciplines. Vous avez une formation classique, vous avez déjà travaillé sur des objets de recherche avant d'aborder ça. On découvre, on s'intéresse soudain à l'enfance, et sur quoi bute-t-on pour commencer? Sur quel mur? Manon, peut-être? Alors, en histoire, sur le mur des sources. Je pense que c'est très clair. C'est-à-dire que, pour aller vite et sans faire un cours d'historiographie, dans la lignée des travaux de Philippe Ariès, se sont développées de très importantes études autour des enfants, histoire de l'éducation, histoire de la famille, histoire de l'école, histoire de la justice des mineurs, qui sont des champs majeurs, mais qui sont toujours une histoire des discours sur les enfants, disons, et des représentations portées sur les enfants, et qui donc s'appuient sur des sources qui sont des sources institutionnelles, qui sont des sources mobilisables, les sources de la justice, la comptabilité, le compte général du pays. Enfin voilà, il y a des sources, des supports archivistiques solides. L'école, n'en parlons pas, la médecine. Voilà. Quand on ne veut pas faire une histoire de l'enfance comme catégorie, mais une histoire des enfants, c'est-à-dire en essayant malgré tout de croiser les points de vue, conserver ce point de vue des adultes et des discours portés sur les enfants, mais aussi essayer d'aborder la question du point de vue des enfants, c'est-à-dire la question de l'expérience, répondre à cette question qui paraît simple mais qui ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est que d'être un enfant en 1900? Qu'est-ce que c'est que d'être un enfant en 1950? Qu'est-ce que c'est d'être un enfant aujourd'hui? Là, par définition, il nous faut des sources en histoire qui émanent des enfants eux-mêmes. Et c'est là qu'il faut se faire, alors au sens le plus étymologique du mot histoire, enquêteur, c'est-à-dire qu'il faut partir à la recherche des archives quand elles existent, les archives privées, les archives de l'intime, les journaux intimes, par exemple, les correspondances, par exemple, et on est très redevable, en historien de l'enfance, on est très redevable aux historiens de la vie privée, aux travaux inaugurés par Georges Duby, par Michel Perrault, par toute cette génération qui ont remis à l'honneur l'histoire de la vie privée, parce que les enfants sont par définition rattachés d'abord à l'environnement domestique, donc au privé. Donc c'est ces archives-là.
la montée en puissance des sources orales dans les années 80 est aussi d'une grande aide, puisqu'on peut aller recueillir la parole des enfants ou des adultes, mais qui vont parler de leur enfance. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire pour ma thèse, où j'ai pu interviewer un certain nombre de grands témoins très âgés, mais qui avaient vécu la guerre de 14 enfants. Ah oui. Alors, c'est pas un témoignage direct, puisqu'ils n'étaient plus des enfants, mais il y a ce phénomène avec le très grand âge, au-delà de 90 ans, qui est un phénomène d'hypermnésie de son enfance. C'est-à-dire que la plupart de ces témoins, et ils étaient une bonne trentaine, se souvenaient vraisemblablement pas de ce qu'ils avaient mangé la veille, mais en revanche, ils se souvenaient parfaitement de ce qu'ils avaient fait au moment des alertes, au moment où des dirigeables s'étaient promenés au-dessus de leur ville, etc., ou quand leur père était revenu en permission. Ça, ils s'en souvenaient très bien. Donc, il y a les sources orales. Et puis, dans mon cas, moi, j'ai beaucoup utilisé, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, les dessins d'enfants, parce que là aussi, les historiens sont un petit peu à la traîne, comme souvent. Je ne devrais peut-être pas le dire à Blois, mais c'est un peu le cas. Le fait que le dessin soit une expression alternative, une autre forme de parole, nous autres historiens, nous avons un peu tendance à le découvrir depuis, disons, une vingtaine d'années. En réalité, c'est quelque chose qu'un certain nombre de pédagogues et de psychologues savent depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire que le premier livre de psychologie sur le dessin d'enfants, c'est Luquet et c'est 1913. Donc vous voyez qu'en histoire, on est un petit peu en la ramasse. Mais effectivement, l'idée d'aller lire des dessins d'enfants, en s'aidant d'ailleurs en partie des méthodes d'analyse des sciences de la psyché, des méthodes d'analyse de la psychologie et de la psychanalyse, sans chercher à porter un quelconque diagnostic, parce qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas là pour ça, mais apprendre à lire des dessins d'enfants comme on lirait un texte. Et en les soumettant à la critique comme n'importe quelle source, essayer de faire émerger une certaine vision des choses, une certaine manière de se représenter le monde et donc une certaine parole enfantine. Mais est-ce qu'en l'occurrence, ce ne sont pas les archives qui sont à la ramasse? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez... Quelles archives avez-vous sur les dessins d'enfants? Est-ce que ce sont des archives très rares? Est-ce que... Parce que on archive plus systématiquement les actes du gouvernement que les dessins d'enfants. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les sources enfantines, elles sont doublement précaires, puisque elles sont précaires au moment même de leur fabrication. Et quiconque a des enfants ici, moi aussi je suis comme Erika Larry et comme Régine Nanty d'un certain nombre d'enfants, et je le dis toute honte bue, je ne garde pas tous les dessins de mes enfants. Voilà. J'en ai 4 des enfants, donc si je devais garder tous les dessins de mes enfants, je serais archiviste à plein temps, et c'est peu rémunérateur quand vous êtes archiviste de votre propre famille. Mais combien est-ce plus vrai pour les archives nationales, par exemple? Absolument. Si donc déjà vous ne gardez pas les dessins de vos enfants. Alors, certains gardent. Je signale que Françoise Dolto a gardé tous les dessins de ses 3 enfants. En les annotant, elle en a fait des classeurs, mais c'est Françoise Dolto. Elle est parfaite. Mais donc, effectivement, ce sont des sources précaires. Parce que déjà, dans les familles, on ne les conserve pas forcément. Alors, moi, comme je travaille sur les guerres sont des temporalités à part où on a davantage le souci de conserver, pour conserver la mémoire, pour conserver le souvenir, pour conserver de l'événement extraordinaire. Et comme le disait très justement Erika Larry tout à l'heure, le problème, c'est encore plus pour les temps ordinaires, les temps de paix, parce que là, on a moins ce réflexe de garder des traces. Et c'est là que se pose la question de la conservation. Et alors, pour les dessins d'enfants, il y a désormais un souci de conservation, mais c'est vrai que, encore une fois, on le voit davantage par le prisme des guerres. Je vais vous donner juste une petite anecdote, mais qui est assez intéressante, sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un très beau recueil de dessins publié par Antoine Pro et Yves Golupo sur les dessins d'Exode, qu'Éric a évoqué dans ses livres. Ce livre, vraiment, c'est un très beau livre, des dessins d'enfants qui racontent l'Exode, et il n'y a pas besoin d'un texte à côté. C'est ça aussi la force du dessin d'enfant, c'est qu'il est immédiatement intelligible. C'est pour ça que c'est une source très importante. Non pas supérieure à d'autres, mais aussi importante que n'importe quelle source d'archives.
Parce qu'un enfant, même s'il ne sait pas écrire, même s'il ne maîtrise pas l'orthographe et la grammaire, il peut s'exprimer par le dessin, il peut dire des choses, y compris un enfant très jeune. Et ces dessins d'Exode, par exemple, de 1940, où on voit des corps coupés en morceaux qui gisent sur la route, on a ici une plongée directe dans l'expérience de ces enfants qui ont assisté à ces mitraillages des routes par les Stuka allemands. Mais, anecdote, moi j'avais été contactée par une descendante d'un directeur de cabinet de Philippe Pétain, lointaine descendante, qui avait retrouvé dans les archives familiales un lot de dessins quand son grand-père, chef de cabinet, alors Pétain avait 2 cabinets, un cabinet politique et un cabinet privé. Donc là, c'est le chef de cabinet privé. Et puis il a été remercié en 1942. Et donc il est parti avec ses archives. Et dans ces archives, il y avait des dessins qui avaient été envoyés de tous les coins de la France par les enfants de France au maréchal, parce qu'il y avait des grandes campagnes dessinées pour le maréchal, souhaiter un joyeux Noël au maréchal, etc. Donc ça faisait partie du travail de propagande et d'endoctrinement du culte du chef. Et donc on avait ces dessins. Et elle vient me voir en me disant, c'était il y a des années, en me disant, voilà, j'ai des dessins incroyables. Je dis, incroyables ces dessins. Impossible de les faire publier. Impossible. Pourquoi ? Ah mais parce que c'est sur ces dessins, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas l'occupation. Il y avait des maisons avec des soleils, français, oui. Des fleurs, avec marqué travail, famille, patrie. Oui. Alors, pour nous, historiens, c'était passionnant, parce que justement, ça nous disait des choses. Mais tous les éditeurs, y compris les plus sympathiques que j'ai rencontrés, m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça ? Il n'y a rien dans vos dessins. Il n'y a rien dans vos dessins. » Alors je disais, mais il n'y a pas rien du tout, il y a tout. Mais je me mets aussi à la place des éditeurs. Il faut quand même qu'ils vendent des livres, parce qu'ils ne peuvent pas faire des livres que pour nous faire plaisir et les tirer à 12 exemplaires. Enfin, ça fait plaisir à nos grands-parents, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, il faut quand même qu'ils vivent aussi. Ça arrive. Enfin, il faut quand même que les éditeurs vivent, donc c'est normal. Leur réaction, c'est très normal. Mais ça illustre ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand en apparence, il ne se passe rien, et je dis bien en apparence, du coup, il est encore plus dur de documenter ces périodes-là, surtout pour les enfants qui n'ont pas de syndicat des enfants représentés aux archives nationales avec le carton de BZX jusqu'à BZW, vous voyez, bon, voilà. Donc, il faut fabriquer ses propres sources, et de ce point de vue-là, on s'inspire un peu, en fait, du travail des sociologues, qui vont susciter, j'imagine, la parole enfantine. Vous faites les transitions à merveille. J'allais justement pour croiser un peu les disciplines. Juste pour finir la transition, c'est vrai que pour travailler sur les enfants en histoire, il faut aller chercher aussi des outils d'intelligibilité, des outils méthodologiques chez les sociologues, chez les psychologues et chez les anthropologues. Tout seul, avec juste nos outils d'historiens, on ne peut pas y arriver. Oui, c'est une constante chez vous deux en particulier, oui. Juste une phrase. Comme disait tout à l'heure Manon, le problème des sources, c'est que ce que je remarque, c'est que déjà avant la Grande Guerre, il y avait des grands savants suisses, belges, italiens qui réfléchissaient et qui avaient déjà pressenti ce que l'enfant avait besoin, si vous voulez, ce dont il avait besoin. On a aussi, il y a quand même des gens comme Piaget, des gens comme Binet qui ont servi leurs propres enfants. Donc, certains hommes politiques ont lu ces travaux, mais c'est resté un peu lettre morte. Il y avait une difficulté, juste, moi que j'avais éprouvé aussi en travaillant sur les enfants depuis une trentaine d'années, à travers les différents travaux, c'est la question que je me pose toujours, qu'est-ce qu'être un enfant de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans? Je crois moi je n'arrive pas à y répondre. Quand bien même on a des dessins comme ceux d'Adrienne Jouclard, que vous citiez Manon, rue de Patay, à Paris, et heureusement qu'il y a cette institutrice qui a cette idée géniale de dire, et qui fait sa psychologue en disant, racontez-moi, on est au retour de l'Exode, racontez-moi ce que vous avez vécu pendant l'Exode, et c'est conservé au Musée national de l'éducation à Rouen. Et juste une dernière réflexion, vous parliez de Françoise Dolto, Françoise Marette, elle a 6 ans, et elle raconte, avec déjà un vocabulaire très riche à 6 ans, ce qu'est sa Grande Guerre. Et en même temps, ça me fait penser à une difficulté que moi j'avais, que vous devez avoir aussi, c'est finalement qu'il y a très peu de récits d'enfants, qu'on a beaucoup de récits d'anciens enfants devenus parents, et forcément il y a une déperdition énorme, et surtout, Françoise Marette parlait doux socialement, elle parlait de la très grande bourgeoisie. Donc faire parler un enfant de la paysannerie, faire parler, travailler à hauteur d'un enfant de la paysannerie,
Mais c'est pour ça que, par exemple, les sources orales sont très utiles. Oui. Voilà. Mais justement, Régine Sirota, comment faites-vous parler les enfants, vous? Comment faites-vous parler vos sources? Comment je fais parler mes sources? Alors moi, je m'inspire des historiens, des sources que vous avez constituées pour, je dirais, constituer à mon tour des corpus. Voilà, moi j'ai travaillé sur la vie privée, et je l'ai dit tout à l'heure en faisant partie de la tribu que j'étais en train d'investiguer. C'est-à-dire, je suivais mes enfants étaient invités à des anniversaires, et j'allais aux anniversaires en question, et je faisais de l'observation ethnographique. Donc, effectivement, je pouvais voir ce qui se passait. Mais comment prendre de la distance pour construire mon observation, puisque je fais partie de la tribu, donc je suis immédiatement engagée. Bon, le premier aspect, c'est que je peux rentrer dans la vie privée, parce que les parents de celui qui fête son anniversaire ne vous mettent pas à la porte. On ne peut pas mettre à la porte la mère d'un enfant qui reste là. C'est un peu bizarre, elle a l'air un peu pathologique, mais enfin elle se tient à peu près correctement, donc on la garde. Donc moi j'arrive à me faire ce qu'on appelle tolérer par le terrain. Parfois je donne un coup de main quand l'aquarium manque de se renverser, mais en même temps, si l'aquarium se renverse, pour moi, ça vous intéresse, en fait. Voilà, c'est un incident critique très intéressant. Donc, jusqu'où je vais jouer ou pas dans la situation. Donc, ça joue. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la parole des enfants, oui, c'est l'ensemble de la situation. Donc, je vais prendre l'ensemble de la situation, et pour prendre de la distance, d'une certaine manière, je vais constituer des corpus de matériaux. Alors, par exemple, j'ai constitué en corpus les invitations aux anniversaires. Quand on est invité à un anniversaire, encore maintenant, on reçoit un petit carton ou par mail, enfin, il y a un support qui est un support comme celui d'un faire-part de mariage, d'un faire-part de décès, qui est aussi important, qui arrive dans les familles et qui vous dit que vous êtes l'heureux élu. Parce que la pire des choses, c'est de ne pas être invité à un anniversaire. Donc quand tombe l'invitation, l'invitation, elle peut être accrochée au porte-manteau à la maternelle. C'est une situation assez particulière. On invite des gens dont on ne connaît pas le nom de famille, dont on ne connaît pas l'adresse. Donc, il y a toute une codification. Alors moi, ça m'intéressait beaucoup parce que dans cette codification, vous avez l'apprentissage des civilités. Donc, j'avais un matériau qui me permettait de voir comment, entre générations, se construit une culture enfantine. À la fois, on a les civilités les plus classiques de la correspondance. Comment est-ce qu'on écrit une invitation? Enfin, en plus, soit vous l'achetez, soit vous la faites fabriquer. Et faire fabriquer à la maison une dizaine d'invitations, c'est pas forcément un petit travail. Pour que toutes les informations soient bien portées dessus, que l'adresse où l'enfant doit se rendre soit efficace, si vous voulez. Donc, je les ai constitués en corpus. En même temps, ça me permettait de voir la thématique de l'anniversaire, car il y a beaucoup d'éléments dans l'invitation. Donc j'ai fait des typologies de ces invitations pour voir de quel type de culture on parlait, d'une culture patrimoniale ou d'une culture de masse. Est-ce que figure Walt Disney ou bien, voilà, etc. Donc pour moi, c'était une sorte de projecteur à l'intérieur de ce qu'est la culture enfantine. Je l'ai fait sur les invitations d'anniversaire, je l'ai fait sur les cadeaux. Alors de manière un peu moins polie, à la fin de l'anniversaire et au fur et à mesure, dans le quartier, tout le monde savait que je travaillais là-dessus. J'ai eu la chance d'avoir des articles dans Le Monde, dans Libération. Alors là, j'étais devenue personnalité et les gens étaient honorés de me voir à l'anniversaire. Venir fouiller dans les paquets cadeaux. Absolument. Donc, vous étiez invité partout. Ouais. Donc du coup, mais en plus, les anniversaires fonctionnent en réseau. Donc j'avais intérêt à me conduire exactement de la même manière dans chaque anniversaire. Si je demandais de sortir les cadeaux pour pouvoir les photographier et bien savoir qui avait offert quoi, ce qui n'est pas une règle de civilité ordinaire. En général, on laisse faire. Donc, voilà, il fallait que je le fasse. Vous le faisiez et on vous permettait de le faire. On me permettait systématiquement de le faire. Non seulement ça, mais les enfants étaient, je dirais, très honorés. Alors, ils me disaient, c'est pour ton truc,
Voilà. Et oui. La bizarrerie, il me prenait plutôt pour une journaliste, un chercheur. Ça n'a pas tellement de sens, mais j'avais l'allure d'une journaliste parce qu'en plus j'avais un appareil photo, donc enfin voilà, je photographiais tout ce qui se passait. Enfin, ça me donnait une contenance, si vous voulez, dans l'anniversaire. Et ils me montraient leurs cadeaux, ils m'expliquaient bien qui avait offert quoi. Alors en général, j'avais à peu prévu, mais il y a des moments où ça va très très vite. Dans un appartement parisien, ça bouge beaucoup, on n'a pas beaucoup de recul. Donc moi, je voulais un relevé systématique. Mais en plus, j'avais les paquets les papiers. Donc je savais de quelle boutique ça pouvait venir. Donc après, je pouvais faire un relevé et savoir quelle était la valeur de ce qui avait été offert. Donc j'ai fait aussi des comptes. Ah, le sociologue peut être épouvantable quand même. Mais comme les historiens qui font exactement le même type de comptabilité. Donc voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, je ne sais pas si on en parle maintenant, j'ai travaillé sur les gâteaux d'anniversaire. Alors là, vous allez dire, je sens une demande. Donc Oui. oui, parlons-en. la spécialiste internationale des gâteaux d'anniversaire. Et voilà. Il faut venir à Blois pour rencontrer ce genre de personnage. Voilà, exactement. Parce que, ma première question, c'était pourquoi est-ce qu'on fabrique des gâteaux en chocolat de manière assez systématique? D'où vient ce goût du chocolat? Alors j'ai été voir les historiens. Vous n'aimez pas le chocolat? Beaucoup. Non, en plus, je suis obligée de manger une part de gâteau à chaque anniversaire aussi. Enfin, on en offre systématiquement à toute personne présente. Les enfants, eux, mangent très très peu du gâteau. Ils se bourrent de bonbons. C'est une des règles de l'anniversaire. Alors, donc moi, j'ai aussi répertorié les règles de l'anniversaire. Il y a la règle de la goinfrerie. On peut manger autant de bonbons qu'on veut ce jour-là. Ils s'en remplissent les poches. Ils partent avec des vrais trophées. Mais on est censé, en général, enfin quasiment toujours, offrir un gâteau avec des bougies. Et il y a à un moment un chant d'anniversaire qui célèbre l'heureux élu, qui peut être chanté en plusieurs langues, etc. Donc on voit aussi tous les contextes culturels. Donc ça devenait très intéressant, ce moment du gâteau qui n'est pas vraiment mangé. Et je me suis intéressée, alors là, très honnêtement, me référant aux historiens de l'alimentation, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sociologues de l'alimentation. C'est un moment où la sociologie de l'alimentation naît, et je suis allée à des colloques pour voir comment les historiens travaillaient sur la gastronomie. Et je me suis aperçue que les historiens pouvaient faire l'histoire de certaines recettes de cuisine, du schnitzel, et qu'on avait une histoire politique qui était derrière. Donc je me suis dit, moi aussi je peux faire la même chose, enfin je vais essayer de faire la même chose sur les gâteaux d'anniversaire, et j'ai essayé de faire une sorte d'historique de l'Antiquité à nos jours, comment on passe des gâteaux qui étaient offerts aux dieux l'art, aux gâteaux qui sont offerts aux princes, et puis maintenant aux petits princes de notre époque. Et comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de voyager pour des congrès, des colloques, j'ai travaillé sur les recettes de gâteaux et sur les catalogues de pâtisserie. Donc quand je suis invitée dans un congrès, en général, au bout du monde, je fais le tour des pâtisseries et je regarde ce qu'on vend comme gâteau d'anniversaire. Vous avez un métier épouvantable. Oui, absolument. D'autant que j'avais été très frappée en Amérique du Sud de voir des gâteaux mais extraordinaires qui reprenaient tous les héros patrimoniaux de l'enfance qui étaient représentés sur ces gâteaux. Aussi aux États-Unis, on a beaucoup plus de choses qu'en France. Donc j'ai fait une sorte de sociologie internationale des gâteaux d'anniversaire. Voilà. Mais la question reste ouverte. Pourquoi le gâteau au chocolat? Alors ça, je pense que c'est... Non, il y a une histoire de Cortés à nos jours. Enfin, oui. Cortés, c'est plutôt le côté aphrodisiaque du chocolat. On donne le chocolat aux soldats. Puis après, ça va se transformer. On va sauter rapidement. Et on arrive à la Seconde Guerre mondiale où les soldats américains introduisent le chocolat. Et le chocolat va être la denrée, je dirais, de l'enfance d'une certaine manière. Et du retour de l'abondance, peut-être. Oui, du retour de l'abondance. Et en même temps, ça n'est pas n'importe quel chocolat. Si vous prenez, je vais faire la sociologie comparée, les brigadeiros, qui sont les gâteaux d'anniversaire brésiliens, qui sont faits avec du chocolat et des épices particulières. Je les ai vus offrir en France par une mère qui était brésilienne. Les enfants poliment allaient les cracher sur le côté. Ça avait un goût trop bizarre pour eux.
quand on dit gâteau au chocolat en France, c'est une recette bien particulière, avec du beurre, du chocolat, des œufs, de la farine. Ça n'est pas du tout la recette qu'on trouvera dans les gâteaux américains, etc. Donc c'est intéressant de voir comment Proust parle des tartes, il dit c'est un objet bavard. Eh bien oui, le gâteau est un objet extraordinairement bavard qui vous dit des tas de choses, et à travers sa recette et à travers sa présentation, vous avez toute l'histoire culturelle de la famille, toute l'histoire nationale et toutes les appartenances identitaires qui se déclinent sur le gâteau. Voilà. Merci beaucoup. Éric Alary, peut-être avant qu'on puisse discuter tous ensemble, j'aimerais aussi vous entendre sur quelques exemples particuliers dans vos recherches, toujours pour répondre à cette question de la spécificité de l'objet enfantin. Quand nous discutions avant cette table ronde, vous disiez que vous aviez notamment beaucoup travaillé, et c'est naturel, sur les sources des gendarmes, notamment par rapport à la question des enfants dans l'Exode. Oui. Alors, quelle était cette source spécifique? Alors, la gendarmerie, vous savez, c'est l'armée, hein, donc c'est très organisé, tout est mis à l'écrit, rapport R2, rapport R4, rapport donc au niveau des brigades, au niveau des compagnies, c'est-à-dire départementales, puis des légions, les régions. Bon. Et tout ceci doit remonter au ministère de l'Intérieur, croisé avec les rapports de la police qui n'étaient pas nationales avant 1941, en tout cas certaines polices de grandes cités. Et dans ces archives, effectivement, on y voit beaucoup de choses. On voit la vie quotidienne, mais que d'une partie des enfants, c'est-à-dire la vie quotidienne des enfants du monde rural. Aujourd'hui, la gendarmerie a des zones d'extension de travail qui sont urbaines aussi, vous le savez. Et en fait, pendant l'Exode, grâce aux archives de gendarmerie, j'ai pu suivre celle de Blois, celle de la région de Blois, pardon, celle de la région de Tours, mais celle aussi du Nord, du Pas-de-Calais, des frontières, avec les archives de la gendarmerie qui sont situées au Blanc, dans l'Indre, pas très loin d'ici, et qu'on peut voir aussi au service historique de la Défense à Vincennes. Eh bien, on a, grâce à ces archives, notamment le témoignage, les gendarmes qui font leur rapport sur des bandes d'enfants pendant l'Exode, de ces bandes d'enfants qui pillent, qui volent et qui sont donc arrêtés. Et donc les gendarmes commettent des auditions, effectuent des auditions d'enfants. Alors, on en retrouve un certain nombre. Donc là, vous avez de la parole, accès à une parole enfantine. Voilà. Donc on a quelques paroles d'enfants. Alors, c'est souvent le gendarme, l'enfant a dit que. Ben, voilà, il n'y a pas l'enfant dit, ouvrez les guillemets, donc ça peut être une limite aussi. Et l'enfant, c'est mieux que rien. L'enfant peut s'exprimer. C'est un travail de fourmi. C'est-à-dire que l'enfant s'exprime en style gendarme. Voilà, presque. C'est gendarmique. C'est ça. À la machine, on entend même la machine. C'est ça. Et en fait, l'enfant donc lui demande mais pourquoi tu as volé? Parce qu'il est perdu. Il y a 90 000 enfants perdus tout de même. On le sait aujourd'hui grâce aux chiffres, sur les estimations à prendre avec prudence. Beaucoup de choses à prendre avec prudence concernant les enfants, grâce aux chiffres de la Croix-Rouge internationale. Pour la France, pour l'Exode de mai-juin 1940. Et ces archives gendarmiques, si vous voulez, nous apprennent les raisons de ces pillages d'enfants, des enfants qui participent aussi à quelques reprises à des pillages de trains au moment des bombardements des voies ferrées. Évidemment, les trains sont évacués, arrêtés. Bon, on sait par ailleurs qu'il y a eu aussi des bandes d'adultes qui ont pillé les bagages des réfugiés, qui sont très très organisés, dont les procès auront lieu pendant une partie de la guerre et après la guerre, et qui racontent, donc ces adultes qui racontent lors des procès, la participation de certains enfants ou des adultes qui disent finalement on a laissé quelques miettes aux gamins qui avaient l'air en déperdition. Donc on voit ce type de comportement qui intéresse beaucoup, encore une fois, les archives de la justice, qui fourmillent sur l'ensemble du siècle. C'est incroyable le nombre de millions de pages concernant la délinquance juvénile, etc. Et Vichy va justement voir ces rapports qui remontent au ministère de l'Intérieur, qui sont très édulcorés, parce que la petite brigade, il faut faire le résumé, bon, le ministre de l'Intérieur, il a le substantifique moelle de ce qui a été fait par les gendarmes pendant l'Exode et le retour de l'Exode, où il y a aussi des bandes d'enfants qui pillent, qui sont désœuvrés, qui sont perdus, et où certains se sont même échappés de certains centres d'éducation. Et à ce moment-là, effectivement, Pétain, en tout cas son entourage, apprennent que finalement, voilà, les enfants, etc.
Et finalement, ça justifie une politique très répressive à l'encontre d'une jeunesse qu'il faut remettre une jeunesse, en général, enfants, plus ceux qu'on n'appelle pas encore les adolescents, qu'il faut remettre au pas. Et on est encore dans une histoire où le bagne d'enfants n'est pas si loin. Ici, à Mettray, par exemple, et ailleurs. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, une source merveilleuse, mais que j'avais déjà découvert cette source gendarmique pour d'autres aspects de la vie quotidienne, mais pour le coup, là, et pour les enfants, c'est intéressant. Et dernière chose, dans les archives gendarmiques pour la Seconde Guerre mondiale, et pour l'Exode plus précisément, parce que je m'interrogeais là-dessus, il y a aussi ces archives sur ces nourrissons qui sont laissés enterrés sur le bord des routes. Alors, ils ne peuvent pas témoigner, mais on sait que, effectivement, par les frères, par les sœurs qui, après la guerre, souvent racontent, ils sont ados, voire jeunes adultes, racontent ce qu'a été aussi l'enfer. Et les rapports de gendarmerie, donc, qui corroborent, les témoignages d'enfants d'après-guerre qui corroborent ce que disaient les gendarmes sur l'abandon d'enfants qui meurent de maladies gastriques pendant l'Exode. On a aussi des récits d'enfants pendant l'Exode qui sont des récits de vacances. C'est-à-dire que l'Exode n'a pas été affreux pour tous les enfants. Bien sûr. Oui. C'est aussi une aux yeux des enfants. Oui, bien sûr. Parce que justement, c'est l'unité de tout ce que vous venez de dire. Cette source vous donne accès à une trace de l'expérience enfantine, qui était, comme vous le disiez, votre sujet, qui est l'objet de ce renouvellement historiographique ou sociologique du rapport à l'enfance. L'heure tourne et j'aimerais bien que vous puissiez, si vous en avez envie, poser des questions à nos invités. Alors, normalement, un micro doit circuler, mais je ne sais pas où il est. On nous a abandonnés. On est enfermés. On est enfermés. On n'a plus accès à l'extérieur. Ça devient angoissant. Bon. Mais si quelqu'un se sent le courage de se lancer et la voix pour le faire sans micro, je suis désolé de cet inconvénient. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est les techniciens. Voilà. Notre sauveur. Merci, monsieur. Je crois qu'il y a une question là, derrière, juste deux rangs derrière. Non. Non. Parfait. Attendez, le micro arrive, ça sera mieux. Ne vous engueulez pas. Il donne de la voix. Ne vous engueulez pas. Oui, ne nous hurlez pas dessus. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a des raisons. Oui. Merci. Juste une question. Dans l'affaire des anniversaires et des gâteaux et des cadeaux, etc., vous alliez aux anniversaires de vos enfants. Donc, vous étiez un peu limité à une classe sociale, non? Ou à un milieu? Oui, en partie. Oui, effectivement, j'habite le 13e arrondissement à Paris et mes enfants sont scolarisés dans une école de quartier qui est mixte socialement. Alors, je dirais que j'étais plutôt classe moyenne, classe supérieure, pas beaucoup classe ouvrière. Ouais. Mais est-ce que les enfants de la classe ouvrière ou des enfants défavorisés font des fêtes d'anniversaire où ils invitent des copains? Oui, ils font des anniversaires. Alors beaucoup plus difficilement, et ça peut poser tout un tas de problèmes, parce que matériellement, c'est difficile. Donc une des manières de résoudre la question, c'est l'anniversaire McDo, qui permet... Ça a l'air de coûter cher, mais ça coûte moins cher qu'un anniversaire fait à la maison, et ça permet d'être à l'extérieur. Par exemple, je pense à un anniversaire qu'une maman avait organisé de cette manière, parce qu'elle habitait quasiment une chambre de bonne. Donc c'était impossible d'inviter, et le McDo est un lieu où on peut, de manière neutre, d'une certaine manière, inviter. Donc ça, c'est une manière de résoudre la question. Un autre problème, c'est apporter un cadeau, qui peut être assez délicat quand dans la famille on n'a pas du tout les moyens d'acheter déjà des cadeaux pour les enfants. Et j'ai vu par exemple offrir des vieux illustrés à un de mes enfants comme cadeau d'anniversaire, avec un petit chiffre qui donnait l'âge de l'enfant. Mais là, je crois que l'ensemble des enfants qui étaient là, en tous les cas les miens, ont bien compris que c'était le cadeau qui avait le plus de prix. Qu'un enfant qui n'a pas grand-chose puisse se dessaisir d'une bande dessinée pour l'offrir, c'est beaucoup. Et puis vous avez, pour vous répondre, la situation où ceux qui ne sont pas invités aimeraient bien venir à l'anniversaire. Et là, je me suis trouvée, ça m'est arrivé 2-3 fois, d'être piégée avec des jeunes, là on est plutôt à l'âge du collège, qui essayent de taper l'incruste, comme on dit.
mais qui sont prêts à donner quasiment l'assaut à l'appartement pour se venger de ne pas avoir été invités. Donc effectivement, il y a un conflit de classe sociale. Et dernière question, est-ce que en France, moi je viens de Suisse, mais est-ce qu'il y a la même tradition qu'en Suisse où l'invitant se doit de donner un cadeau aux invités avant de partir? Tout à fait. Alors j'ai fait des inventaires des contre-cadeaux. Dans mon langage, les petits cadeaux, les petites saloperies, je dirais, que les mamans, enfin les mamans, parfois les papas, mais en général, c'est les mamans qui achètent. Effectivement, il y a tout un art de l'achat de ces petits cadeaux qu'il faut offrir. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir le système de valeurs culturelles des parents sur ce qu'ils choisissent d'offrir, parce que ça doit avoir une valeur très inférieure au cadeau, mais en même temps, les enfants repartent avec des petits sachets, des vrais trophées, où il y a des bonbons et des tas de petites saloperies dedans. Et moi, j'ai tout comptabilisé, le prix que ça pouvait coûter, etc. Et c'est très impressionnant. C'est un véritable budget. Et vous avez des parents qui, quand ils vont à l'étranger ou quoi, économisent ou bien déjà achètent des petites choses comme ça pour avoir des stocks, pour pouvoir s'en servir à ce moment-là. Donc on a toute une stratégie de la part des parents pour pouvoir honorer et être à la hauteur de ce que l'anniversaire va exiger. Donc d'une certaine manière, on a beaucoup parlé d'enfants, mais c'est aussi une parentalisation, l'anniversaire. Et là, on voit combien métier d'enfant et métier de parents se développent en parallèle. Et pour les parents, c'est pas forcément très commode de comprendre ce qui est offrable à ce moment-là et ce qui va faire plaisir. Alors vous avez en France, je ne sais pas si c'est comme ça en Suisse, mais vous avez une pêche à la ligne souvent qui est organisée où les enfants vont récupérer un petit cadeau. Mais si le petit cadeau ne plaît pas, vous avez tous des systèmes d'échange. Aucun enfant ne doit partir en pleurs de l'anniversaire. C'est difficile. Ça arrive. Une autre, oui, madame, oui. Oui, dans le même registre. Je suis sociologue également, et je m'intéressais énormément parce que vous venez de le dire, on a beaucoup finalement ce que les parents investissent dans ce rituel qu'est l'anniversaire. Et je me demandais finalement si vous aviez aussi intégré le récit de l'expérience des enfants. Est-ce que vous vous êtes concentré aussi, ou vous avez donné la parole aux enfants pour voir quels étaient leurs ressentis? Je suis partie d'une recherche ethnographique. J'avais prévu des interviews des enfants, mais c'est pas comme ça que les choses se sont déroulées. En général, c'était plus par l'observation et par l'écoute. Par exemple, en accompagnant les enfants, j'ai entendu des discussions sur les cadeaux qu'ils allaient offrir. Par exemple, une discussion très intéressante sur le choix de la Barbie. La petite fille qui invitait demandait une Barbie. Vous avez beaucoup d'échanges dans la cour de récréation où se négocient les cadeaux, puis après se négocient les cadeaux entre enfants, et après c'est renégocié avec les parents, puisqu'il faut obtenir de les acheter, les enfants n'ont pas le budget pour. Et là, les enfants étaient scandalisés, parce que la petite fille, elle avait demandé une Barbie qui coûtait extrêmement cher, et eux avaient bien dans l'idée, c'était impossible de négocier avec les parents l'achat d'une Barbie de ce prix-là, et ils trouvaient que c'était pas juste, et qu'elle les mettait dans une situation délicate. Vous avez un apprentissage des codes de civilité, des codes économiques qui est impressionnant. Vous avez des enfants de 5 ans qui sont en train de discuter de ça à côté de vous, vous leur donnez la main et il y a toute une discussion qui se déroule comme ça. Alors c'est plutôt par ces biais-là que j'ai entendu et donné de la place dans la recherche à la voix des enfants. Mais ce qui veut dire aussi prendre au sérieux toute la culture enfantine et lui donner un poids et une valeur. C'est-à-dire que pour moi, les Playmobil, l'ensemble de ce que les enfants demandent comme cadeau ont une grande valeur, si vous voulez. C'est pas facile à faire admettre à des revues. Quand j'ai publié dans Ethnologie française, j'ai eu beaucoup d'ennuis parce qu'il fallait pouvoir distinguer Robin des Bois de Robin. Ce qui, pour la secrétaire de rédaction, n'était pas du tout une évidence. Elle avait beaucoup plus l'habitude des objets indigènes que du Monoprix d'à côté. Donc, voilà. En entendant Régine Sirota parler des jouets, on a tous connu parents, ceux qui sont parents, l'expérience des catalogues de Noël, voilà, qui arrivent dans la boîte aux lettres maintenant avant la Toussaint, n'est-ce pas Manon? Pitié, pitié. Et en fait, c'est aussi une source intéressante quand on veut parler, puisque vous lisiez tout à l'heure, Monsieur Georgesco, que j'avais étudié l'histoire des enfants jusqu'à
quasiment aujourd'hui, ce qui est compliqué d'ailleurs, parce que j'ai dû parler à peu près de ma propre enfance, ou en tout cas de ceux qui avaient vécu en même temps que moi. Mais les catalogues de jouets sont aussi très intéressants à étudier. Les catalogues des expositions de vêtements pour enfants sont assez significatifs et apprennent beaucoup sur la façon dont les parents voient l'enfance. Et l'enfant intègre complètement. Et c'est vrai, il y a une parentalisation, j'aime beaucoup cette expression. Si je peux juste ajouter quelque chose, pour rebondir sur ce que vient de dire Régine Serota et aussi ce que vient de dire Éric Alary, ces considérations sociologiques, monsieur, que vous soulignez sur les différentes classes sociales et comment elles se révèlent dans la fête d'anniversaire, je pense que c'est bon aussi de le rappeler pour nous qui faisons de l'histoire, c'est-à-dire des enfances du temps passé, c'est que je pense qu'un des meilleurs conseils qui m'a été donné au tout début de ma recherche, quand j'étais au début de ma thèse, c'est l'historien allemand spécialiste de la Première Guerre mondiale, pas grand-chose à voir avec les enfants, Gerd Kromeich, qui m'avait comme ça dit, tu ne dois pas, je ne vais pas imiter l'accent allemand de Gerd Kromeich, qui est un gros accent, mais ce serait vraiment malvenu, mais tu ne dois pas dire les enfants, tu dois dire des enfants quand tu parles de ton sujet. Et il avait absolument raison, parce que le risque majeur et ce contre quoi nous nous battons, c'est l'homogénéisation d'une catégorie infiniment complexe. Et donc, déjà, de dire l'enfance, alors qu'en fait, on dit les enfants, et le pluriel est d'importance, pour ne pas essentialiser cette catégorie, et puis surtout, de toujours bien dire des enfants, parce que, effectivement, c'est vrai pour les anniversaires, mais c'est vrai pour les expériences de guerre. Il y a évidemment des spécificités enfantines dans le fait de vivre une guerre, mais ces spécificités enfantines, elles sont aussi traversées et travaillées par des critères sociaux, par des critères économiques, par des critères culturels, par des critères géographiques. C'est pas la même chose de vivre la guerre de 14 dans la Somme et de vivre la guerre de 14 au Pays Basque. Et ça, les sources le montrent très bien. Donc, toutes ces variations, toutes ces variables socio-économiques, culturelles, géographiques, et puis les variables de genre, qui sont très importantes aussi, elles sont primordiales à avoir en tête en histoire. Et c'est toute la difficulté du travail de synthèse qu'a fait Éric Alary, moi il se trouve que je suis aussi en train d'essayer de faire un livre de synthèse en ce moment, je suis dans l'écriture, et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire à la fois de porter un discours historique un peu général, parce qu'on a aussi besoin de synthèse générale et généralisante pour avoir quand même des grandes idées, sans aplanir les spécificités, les nuances, et c'est ça qui est très difficile. Votre livre récent s'appelle « Des adolescents en guerre », d'ailleurs. C'est sciemment, évidemment. Est-ce que nous avons une autre question? Oui. Attendez, mademoiselle. Ah, ou peut-être que si vous appuyez sur le bouton, oui. Oh, c'est une vraie salle de délibération. Donc on vous voit en gros plan, Emilia. À la fin, on vote, je vous préviens. Ça s'appelle Emilia. Je vous en prie. Oui, alors, moi, je ne fais pas du tout d'histoire contemporaine, mais vu que je suis dans le centre Roland Mounier en histoire moderne, il y a un grand pôle d'histoire de la famille et de l'histoire de la démographie. Donc, déjà, j'ai été étonné de voir je connaissais le parcours de monsieur Éric Alary, mais de découvrir votre parcours qui ne venait pas de ce genre de champ, oui, tout à fait. Et j'avais une question parce que je sais qu'en histoire moderne et jusqu'à 1914, en ce moment, on fait beaucoup d'histoire des écrits du fort privé et beaucoup de micro-histoires, des études vraiment très localisées sur le cas d'une personne qui raconte son enfance. Et je me demandais si dans l'histoire contemporaine, il y avait ce même genre d'études, si on était dans la même dynamique qu'en histoire moderne, ou si c'était quelque chose un champ très différent, parce que vous avez accès à des sources quand même plus diverses que... Oui, absolument. Je vais répondre. Donc, effectivement, le centre Roland Mounier, c'est un grand centre d'histoire moderne et notamment de démographie historique. Donc, ça fait partie de ces grands champs ouverts par les travaux fondateurs de Philippe Ariès, la démographie historique, et puis tout le travail, notamment de Marie-France Morel et puis de ses disciples, de Scarlett Beauvalet, sur la naissance. Il y a vraiment des choses absolument passionnantes qui ont été faites. Mais encore une fois, moins du point de vue des enfants, a fortiori des nourrissons, que du point de vue des adultes. Mais bien sûr, oui, pour l'histoire contemporaine, j'ai envie de vous dire, on a presque, c'est quand même un des grands avantages de l'histoire contemporaine sur les autres périodes, c'est qu'on a accès à des sources plus variées.
Et parfois même, on peut, entre guillemets, non pas fabriquer nos sources, mais fabriquer nos corpus, comme en sociologie. Donc, on a les sources orales. Bien sûr, les écrits du fort privé, je l'ai rappelé tout à l'heure, les journaux intimes, les correspondances. Je signale aux étudiants qui sont dans la salle et qui pourraient être tentés de travailler sur ces questions qu'il y a à Ambérieu, en Bugey, l'association pour l'autobiographie qui a été fondée par Philippe Lejeune, le grand professeur de littérature, celui qui a écrit le premier sur le journal intime, le Mois des Demoiselles. Et Ambérieu en Bugey, l'APA, APA, Association pour l'autobiographie, c'est une mine archivistique de journaux intimes. De journaux intimes, c'est extraordinaire. Mais de journaux intimes depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est vraiment passionnant. Voilà. Donc oui. Et puis la micro-histoire, il se trouve que moi j'ai beaucoup appris de la lecture. Carlo Ginzburg est dans les murs, oui, je vous signale. Il dédicace son livre au Salon du Livre, donc dès que nous aurons fini, vous pouvez aller, si vous voulez voir une sorte de demi-dieu vivant, eh bien il est là. Ah oui, il est parmi nous, c'est Carlo Ginzburg, le fromage et les verres. Il est au Salon du Livre, au stand des éditions Verdier. Et par ailleurs, son introducteur en France, Jacques Revel, qui a beaucoup travaillé sur les échelles, et pour l'histoire de l'enfance. Voilà, les travaux de Jacques Revel de la micro-histoire, les travaux de Philippe Joutard sur l'histoire orale sont vraiment des supports méthodologiques majeurs pour l'histoire de l'enfance. Je me permets de placer une petite publicité aussi, mais elle est gratuite puisque le monde des livres de Blois est disponible un peu partout en libre service. Il y a une double page sur Carlo Ginzburg et avec un entretien notamment autour de son dernier livre, néanmoins, que je vous recommande chaleureusement. Mais je crois que vous permet de découvrir son travail qui est absolument essentiel. En effet, je crains qu'on ne puisse plus prendre de questions. Et Eric doit filer. Oui, en effet, vous avez des responsabilités. Il y a Régine, il y a Manon, et il y a Florent. Oui, mais il y a l'horloge en plus. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.